On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Salut Luc La Liberté. Salut Guy Nantel. Bon, tantôt, on a parlé contre toi. On a parlé dans ton dos dans une des entrevues tout à l'heure. T'écouteras l'émission. T'essaieras de trouver laquelle. Bon, écoute, voilà, rassemblement impressionnant pour Kamala Harris. Oncle Joe vient gâcher le party encore une fois. Ah, voilà, écoute, Kamala Harris, hier, si on pense image, si on pense émotion, on est beaucoup plus là cette semaine. Hier, elle est à l'endroit où Donald Trump avait demandé à ses partisans de marcher vers le Capitole. Restera à déterminer si ce qu'il a fait, c'est leur demander d'attaquer le Capitole ou pas. Ça, c'est un tribunal qui va trancher ça éventuellement. Mais donc, elle retourne symboliquement à cet endroit-là et quand on observe les images, derrière elle, ce qu'on voit, c'est la Maison-Blanche. Et il y a essentiellement deux messages. C'est on veut être rassembleur, on veut protéger la démocratie. La démocratie, elle est plus grande que, elle l'a pas dit comme ça, mais elle est plus grande que Donald Trump ou Kamala Harris. Donc, on est au service de la Constitution et de la démocratie. Et l'autre chose, c'est beaucoup, je ne suis pas Joe Biden et je ne suis pas Donald Trump. Donc, allons de l'avant, tournons la page, allons de l'avant. C'est le bout le plus difficile souvent, se distinguer d'une administration dans laquelle elle sert, elle est la vice-présidente, pour dire, on s'en va vers l'avant avec moi. Donc, hier, somme toute, si on regarde la foule, 75 000, c'est beaucoup de monde. Et si on regarde la couverture à laquelle elle a eu droit, sans faire d'erreur, on peut être convaincu ou pas, mais elle ne fait pas de faux pas. On dit opération réussie. C'est-à-dire réussie, on verra le 5 novembre, mais le déroulement de l'événement lui-même, on a eu l'effet escompté. On peut se préparer comme on veut chez les démocrates. Mme Harris peut être bonne, elle peut être moins bonne, on peut être d'accord, pas d'accord. On s'attend habituellement à ce que le tir soit un tir ennemi. Quand c'est quelqu'un qui est dans ta chaloupe, qui tire dans le plancher, c'est un peu tannant. Et c'est exactement ce que Joe Biden a fait. Elle a à peine le temps de se réjouir, finalement, d'une opération qui est réussie, qui est une opération sous pression. C'est vrai pour Trump et c'est vrai pour Harris, que Joe Biden s'entretient, lui, il a une discussion avec des hispanophones. Et il revient sur cette déclaration dont on a traité tous les deux. Donc, il revient sur cette déclaration d'un humoriste. La déclaration était controversée sur les Portoricains dont il compare l'île Porto Rico à des déchets. Et Joe Biden, dans la conversation, il laisse clairement entendre, plus que clairement entendre, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, ce que j'ai vu parmi les déchets, c'est les gens qui écoutaient Donald Trump l'autre soir. Et tu devines que c'était une occasion en or pour les républicains de changer le sujet, puis de dire, ils peuvent bien nous reprocher des choses. Regardez ce que le président qui est en fonction, qui est en exercice fait. Au mieux, on se tire de l'opération en disant, c'est tout du pareil au même. Vous n'allez pas reprocher ça à Donald Trump ou à notre camp. Regardez ce que fait le président des États-Unis. Pour Kamala Harris... Ils n'ont pas tort quand même, hein? Absolument pas. C'est là où je dis, il a tiré dans la chaloupe, dans sa chaloupe. Donc, c'est vraiment, Kamala Harris, c'est remarquable pendant la campagne et on s'attendait à ce qu'elle le fasse. Elle ne veut pas être collée à Joe Biden. Si on a, pour des raisons officielles, dans le cadre de ses fonctions de vice-présidente, à apparaître aux côtés de Joe Biden, on va le faire, on va pas se défiler. Mais en campagne, c'est très clair qu'il y a une distance très grande entre les deux. Il y a deux raisons pour ça. Je veux pas être perçu comme la continuité de Joe Biden. Et l'autre chose, c'est, il fait des gaffes, Joe Biden. C'est la raison pour laquelle il est plus là. Les gens pensent qu'il est pas à la hauteur. Les gens pensent qu'il y a diminution des facultés cognitives. Je veux pas être associé à ça. Ben, même à distance, Joe Biden a trouvé le moyen de l'embêter. Et là, ce qu'on avait comme, on calcule en grenaille à la fin de la campagne. Ce que Kamala Harris pensait avoir gagné, ou ce qui était une opération qu'on considérait réussie, c'est comme, pas on efface tout, mais pas loin, et on part à zéro. Donc, c'était dans le camp démocrate, j'essaie de m'imaginer la conversation entre le directeur de la campagne Harris et les gens qui, à la Maison-Blanche, ont dû répondre à l'appel. Je pense qu'on aurait dû censurer de grands pans de cette conversation-là et ça devait se résumer en partant à « what the fuck ». Ben oui, donc, ça devait ressembler à ça. D'autant plus que quand c'est Trump qui le fait, la planète entière voilà. là-dessus, ben c'est donnant-donnant. Hein? Écoute, CNN a banni un panéliste républicain pour une pseudo-mauvaise blague, mais qui était peut-être pas une blague tant que ça. Ben écoute, on a CNN, comme plusieurs réseaux, a fait une place plus grande aux femmes, mais a fait une place plus grande aussi à des gens qui sont pas des Blancs nés de longues traditions américaines. Et on a un journaliste qui est Mehdi Hasan,
que ceux qui écoutent CNN connaissent bien. Mehdi Hassan est musulman, donc c'est pas une cachette, on le sait. Je pense pas que ça joue avec son travail, mais on le sait. Et à un moment donné, on fait intervenir cette personne qui parle au nom de Donald Trump et des républicains. CNN fait ça assez souvent. Ce sont souvent les mêmes noms, mais ils sont là souvent pour donner le point de vue. Donnons une analyse plus conservatrice et républicaine, puis laissons des démocrates de l'autre côté, laissons-les se répondre. Et hier, il n'est pas tout à fait d'accord avec Mehdi Hassan, qui dans cette émission-là est moins là comme panéliste que comme journaliste de CNN. Et le gars dit, en montrant son désaccord, j'espère que ton beeper va pas sauter. Bien sûr, le beeper qui allait sauter, ça réfère à ce qu'Israël est parvenu à faire comme opération quand on a frappé le Hezbollah, par exemple. Ce sont ces appareils qu'on est parvenu à truquer quelque part dans le processus de fabrication et qui se sont mis à exploser à intervalles réguliers et qui ont fait beaucoup de dommages. Mais t'imagines la portée dans le contexte actuel d'un républicain ou d'un porte-parole républicain qui vient dire à un musulman, j'espère que ton beeper va pas sauter. On a géré ça en ondes d'une façon un peu particulière. C'est Abby Phillips qui est bien connue maintenant, qui est une des têtes d'affiche en soirée. Abby Phillips laisse pour la pause, l'invité républicain est là. Quand elle revient après la pause, on ne le voit plus du tout dans le décor. Et elle s'excuse des propos en disant c'est le genre de propos qu'on tolère pas. Et plus tard après l'émission, là on a eu le droit à la déclaration de CNN en disant ce sont des propos qu'on ne tolère pas sur nos plateaux et vous ne reverrez plus jamais cet invité. Donc, c'est bien pour montrer à quel point c'est tendu, puis à quel point c'est tellement difficile dans les réseaux de faire intervenir des gens qui présentent les deux volets. Même si ces deux volets-là vont pas ensemble, c'est l'idée d'un débat ou d'une discussion là, animée. À Fox News, c'est très, très difficile. Puis à Fox News, on entend essentiellement des porte-paroles, parfois de Trump, littéralement. Il y a quelques démocrates qui se risquent, comme Pete Buttigieg, comme Kamala Harris l'a fait, mais c'est très rare. Et sur CNN, là où on se permet habituellement de le faire, on a trouvé que c'était pas tout à fait une blague de bon goût quand on s'exprime sur des événements qui sont liés à du terrorisme ou à du contre-terrorisme, peu importe comment on voit cette situation-là. Écoute, on a hâte vraiment que l'élection arrive parce qu'on dirait que oui, peu importe, que ce soit les panélistes, que ce soit les politiciens, c'est chaotique, c'est des insultes par-dessus insultes. Écoute, c'est même remarquable, Guy, de notre côté de la frontière, comment on n'est pas américain personne et on ne va pas voter personne. Mais c'est intéressant de voir comment qu'on fasse de l'analyse, qu'on fasse du commentaire ou qu'on réagisse. Nos lecteurs, nos auditeurs le font souvent, Journal ou Cube, de voir à quel point le ton monte. Et il y a des gens qui écrivent, parfois c'est pour des insultes, ça vient avec le travail, semble-t-il. De l'autre côté, c'est carrément, mais rassurez-nous, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est d'essayer d'expliquer ce qui se passe en disant, voici à l'intérieur des paramètres ce qui est possible ou pas. Mais on sent carrément qu'il y a une forme d'angoisse, je dirais, d'anxiété, parfois de colère, mais que même de notre côté de la frontière, le ton monte, alors que c'est quand même de la politique internationale. On dépend des États-Unis, mais on n'est pas américain personne. Oui, ben c'est exactement ça l'entrevue dont on parlait tantôt. C'est un papier dans le Devoir sur le fait qu'on parle peut-être beaucoup trop souvent et beaucoup trop intensément de la campagne américaine par rapport à l'influence réelle que ça aura dans nos vies et aussi par rapport même à la politique qu'on a ici, parce qu'il y a plein d'enjeux desquels on ne parle pas pendant ce temps-là. D'ailleurs, quand on parle de politique américaine, c'est une des choses qu'on pourrait mieux couvrir parfois. Là, on est près du jour du vote, mais l'intérêt pour nous, c'est que c'est notre premier partenaire. C'est notre premier partenaire économique, c'est notre premier partenaire sur la scène internationale. On pourrait parler un peu plus du Canada et du Québec en réaction avec ce qui se passe aux États-Unis. On le fait moins comme ça. Absolument, oui. Joe Rogan a expliqué pourquoi il a refusé les conditions du camp de Kamala Harris. Écoute, j'ai pas suivi trop ça. Je sais qu'elle a demandé des conditions puis que finalement sont encore en négociation, là, mais c'est un peu nébuleux pour moi. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est intéressant, bien sûr, en Joe Rogan, on se l'arrache en raison, c'est clair, donc en raison de sa présence, de la popularité de son podcast et aussi de sa présence sur YouTube. Donald Trump a été d'une très, très grande générosité, mais c'était aussi dans son intérêt. Il lui a accordé une entrevue de 3 heures. C'est très, très rare dans les médias traditionnels ou même dans un podcast qu'on puisse avoir un invité en pleine campagne électorale aussi longtemps que ça. Ce qui aurait achoppé, d'après Joe Rogan, c'est pas confirmé par la campagne Harris, c'est Joe Rogan qui expliquait ça. Il a dit, écoutez, Kamala Harris ne voulait m'accorder qu'une seule heure. Faut savoir, si on met ça en perspective, qu'une heure au rythme où les choses vont ces jours-ci, c'est énorme. Elle a même pas passé ça sur scène hier dans son propre rassemblement politique. Donc, 1 heure en tête-à-tête avec un seul animateur de podcast, c'est pas les 3 heures de Donald Trump,
Donald Trump y gagne aussi. Pour Kamala Harris, ça lui semblait, j'imagine, honnête de lui proposer ça. Et l'autre chose, c'est qu'elle exigeait de Joe Rogan que ça ne se fasse pas dans ses studios au Texas, mais que ça se fasse plutôt qu'il se déplace pour aller à la rencontre de Kamala Harris. Donald Trump s'est déplacé pour rencontrer Joe Rogan. Donc, ce que dit Rogan, c'est, écoutez, la porte n'est pas fermée. C'est toujours possible, mais j'ai refusé ces conditions-là. Elle doit être plus généreuse de son temps et elle viendra me voir chez moi. Donc, il semble, ce n'est qu'une version de l'histoire, mais il semble que ce soit là que ça ait bloqué. Oui, ben c'est de bonne guerre. En tout cas, s'il fait un podcast puis il reçoit toujours les gens chez lui, il n'y a pas à se déplacer. Il y a un pouvoir et une influence entre les mains. À lui de le négocier. Donc, c'est exactement ce qu'il fait. C'est comme ça que ça se joue. Donc, vous voulez venir me voir? Je représente quelque chose pour vous. Voici ce que je demande. Ça se négocie, ça. Et je pense qu'il fait très bien. Il joue son jeu pour son émission, sa popularité, ses codes d'écoute. Luc, toi aussi, tu as un pouvoir et une influence, mais on va y mettre un terme. Maintenant, c'est la fin. Merci beaucoup. On se parle demain. Salut, Guy. Bye. Salut.